Comme je l'avais signalé, chaque épisode de ce cycle traitera d'un peu autre chose que de ce qui est annoncé, c'est-à-dire que je me réserve à chaque fois le droit de déborder vers d'autres familles d'images. Aujourd'hui, nous parlerons de bande dessinée, mais pas seulement, et la prochaine fois, nous parlerons de la naissance du daguerréotype et de l'apparition de la photographie, mais pas seulement non plus. Et Töpfer sera à nouveau présent en tant que théoricien. Cette fois-ci toutefois, ce qu'on pourrait appeler la première naissance de la bande dessinée va être au cœur de mon propos, à travers cette figure extraordinaire et exemplaire de Rodolphe Töpfer. Pendant très longtemps, on a fait remonter la naissance de la bande dessinée à peu près au même moment que la naissance du cinéma, et on y a vu une de ces innombrables inventions américaines qui ont jalonné les dernières années du XIXe siècle. Il y avait Edison, il y avait la bande dessinée américaine, il y avait Hearst et Pulitzer, un nouveau monde et de nouveaux médias. Et le héros que l'on vantait, le héros que l'on défendait, en lequel on voyait le premier personnage de bande dessinée, c'est le Yellow Kid de Richard Outcault, que nous voyons ici sur l'écran. Cette thèse était reprise d'Histoire de la bande dessinée en Histoire de la bande dessinée, avec une variante symétrique et complice qui faisait, elle, remonter la bande dessinée aux grottes de Lascaux, à la colonne Trajan, à l'art égyptien, à la tapisserie de Bayeux, enfin bref, toute séquentialité narrative en images était considérée comme de la proto-bande dessinée ou de la pré-bande dessinée, comme si pour donner à ce nouveau médium une légitimité culturelle, il fallait l'inscrire dans les racines les plus lointaines de l'humanité. Chose étrange, si la thèse de la naissance américaine de la bande dessinée vers 1895 a longtemps été défendue, elle l'a surtout été par des Européens. Et c'est des États-Unis qu'est partie la redécouverte de Rodolphe Töpfer et des racines européennes de la bande dessinée. Non seulement à travers un personnage brillant, qui est David Kunzel, qui a commencé à écrire une histoire de la bande dessinée, qu'il faisait lui remonter dans un premier volume au Moyen-Âge, avec des séquences tout à fait remarquables, mais dont j'essaierai de montrer pourquoi, à mes yeux, elles ne relèvent pas strictement de la bande dessinée. Et il a mis en avant de façon précise, remarquable et très importante par rapport à l'exhumation de documents, le rôle de Rodolphe Töpfer. Soulignons aussi que plusieurs artistes de ce qu'on appelle le mouvement du graphic novel se sont attachés immédiatement à la figure de Töpfer, et donc on a eu une réécriture de l'histoire de la bande dessinée en même temps qu'on avait une évolution contemporaine du médium. Art Spiegelman, l'auteur de Maus, mais aussi l'animateur de la revue Raw et l'éditeur d'un grand nombre d'auteurs dans cette revue, y compris d'auteurs français comme Tardi, d'auteurs italiens comme Mattotti. Spiegelman a été l'un des premiers à insister sur l'importance du travail de Töpfer, et aujourd'hui un grand auteur comme Chris Ware, l'auteur de Jimmy Corrigan, mais beaucoup d'autres auteurs américains, voient eux aussi en Töpfer une figure fondamentale et fondatrice. J'ai pour ma part commencé à m'intéresser à Töpfer au début des années 1990, et j'avais travaillé à l'époque avec Thierry Grunstein à une exhumation de ses écrits théoriques sur le genre que nous avions publié en 1994 chez Hermann. Et puis, mon travail s'est développé dans des directions un peu différentes. J'ai eu envie d'y revenir en croisant la bande dessinée avec d'autres médias. Et Thierry Grunstein, lui, a développé son travail sur Töpfer dans ce livre remarquable qui complétera, pour ceux qui le souhaiteraient, ce que je vais vous raconter ce soir, puisque non seulement il y a une étude très précise et très documentée de Thierry Grunstein est un des meilleurs historiens de la bande dessinée et un de ses meilleurs critiques, mais il y a aussi les principaux textes théoriques de Töpfer sur lesquels nous reviendrons et qui sont des textes, à mes yeux, aussi fondamentaux et aussi déterminants que son travail même d'auteur de bande dessinée.
Un autre ouvrage récent d'un critique de la même génération, Thierry Smolderen, consacre lui aussi une place importante à Töpffer. Naissance de la bande dessinée est un excellent livre que j'ai accompagné, mais je suis en désaccord avec un certain nombre de ses thèses, ce pourquoi il me semblait extrêmement important que ce livre soit publié, c'est-à-dire que le débat fonctionne autour de ces questions. Thierry Smolderen propose une autre lecture des origines de la bande dessinée et de l'œuvre de Töpffer, et voit en lui quasi un parodiste de la forme qu'il invente, thèse que je suis assez loin de partager, mais qui est argumentée de manière assez intéressante. On aura peut-être l'occasion d'y faire allusion. Je voudrais enfin terminer ces considérations préliminaires et bibliographiques par l'évocation d'un site tout à fait remarquable, qui est une mine d'images à laquelle j'ai moi-même recours fréquemment, et une mine de textes et de réflexions. C'est le site töpferiana.fr, qui n'est pas simplement consacré à Rodolphe Töpffer, mais bien à toute la bande dessinée du XIXe siècle, et même avec quelques incursions dans la bande dessinée du XXe siècle, et qui exhume des trésors qui véritablement font cette histoire de la bande dessinée au XIXe siècle et dont on a du mal à comprendre, mais je reviendrai sur ce point, dont on a du mal à comprendre que ces œuvres, souvent si brillantes, si drôles, si habiles graphiquement, aient pu être méconnues pendant si longtemps. On s'apercevra, pour anticiper de ce qu'on peut dire sur ce sujet, on s'apercevra que l'histoire qui a été faite, d'abord était souvent une histoire de seconde main, mais ensuite que c'était une histoire du livre. Or, une grande partie de la bande dessinée au XIXe siècle n'a existé que dans des quotidiens qui ont été peu conservés, qui étaient difficiles à compulser ultérieurement, et donc l'histoire s'écrivait en les ignorant. L'animateur principal du site, Antoine Sauvert, est quelqu'un de discret, mais qui fait un travail véritablement remarquable, qui permettra peut-être un jour qu'existe ce qui nous manque aujourd'hui, une réelle histoire de la bande dessinée. Mais vous le savez peut-être, ou vous l'avez compris si vous avez suivi mon précédent propos, ce qui m'intéresse moi, c'est moins l'histoire interne d'une discipline que les croisements entre les familles d'images, entre les familles d'images narratives et la littérature. C'est le surgissement des médias dans ce XIXe siècle de la révolution industrielle. C'est les personnages de passeurs qui nous permettront d'avoir une meilleure intelligence de ce qui est en jeu dans ces grandes mutations. Töpffer, à ce titre-là, m'intéressera à plusieurs niveaux. Voici donc une première image de Töpffer, juste pour poser le style, ce style que Töpffer baptise du nom de littérature en estampes, mais qui correspond pour nous assez bien à ce terme qu'il n'employait pas et qui ne sera employé que très tard, de bande dessinée. Pourquoi bande dessinée? Puisque chez Töpffer, le récit se déroule sur une unique bande d'images que l'on pourrait disposer sur un mur de manière absolument continue, qui formerait une sorte de long ruban. Inventer la bande dessinée, ou plutôt la faire naître, ce n'est pas un geste du même ordre que celui qui consiste à inventer, au sens scientifique et technologique. Inventer la bande dessinée, ce n'est pas la même chose que d'inventer la photographie, ou plutôt le daguerréotype, ou d'inventer le cinématographe. Il n'y a pas, en effet, une mesure précise qui permettrait de fixer une date et de dire voilà le chaînon manquant, voilà l'élément déterminant qui fait de quelque chose d'encore embryonnaire, on passe à la bande dessinée. C'est une naissance qui se fait à travers de nombreux éléments, et Töpffer, dont je dirais pourquoi je pense que nous pouvons le considérer, donc là j'emploie vraiment un « nous » assez large, que nous pouvons le considérer à bien des titres comme celui qui a fait naître la bande dessinée, Töpffer reconnaît un ancêtre beaucoup plus lointain que Thierry Smolderen considère lui aussi comme déterminant et qui, à mon avis, appartient à une autre famille. Il s'agit de ce grand peintre britannique, William Hogarth, connu essentiellement pour son travail de peintre,
mais qui a produit, à côté de cela, un ensemble d'estampes donc destinées à circuler et proposant une narration. Nous pourrions dire aujourd'hui qu'il s'agit quasiment de portfolios d'images, d'ensembles narratifs, mais qui, à mes yeux, appartiennent à un registre différent. Töpfer écrit ceci. Dans le siècle passé, un homme de génie, Hogarth, porta en Angleterre la littérature en estampes à une hauteur où on ne l'avait pas encore vue. Hogarth, grand artiste mais tout aussi grand moraliste, publia diverses suites de gravures formant des drames complets, plus remarquables encore par la pensée qui s'y développe que par l'exécution matérielle des planches dont il se compose. Donc, Töpfer, au moment même où il évoquera l'art naissant de la narration en images, de la littérature en estampes, pour reprendre son terme, Töpfer va se référer immédiatement à Hogarth. Que voyons-nous, par exemple, dans cette séquence très célèbre, Harriot's Progress, la carrière d'une courtisane, ou plus crûment d'une prostituée, à travers 6 images? Eh bien, d'abord, nous sommes frappés par le très petit nombre d'images, toute une vie, tout un destin résumé à travers seulement 6 images, mais chacune de ces images fonctionne sur le mode du rébus, de la charade ou de l'énigme. Ces images sont surchargées de symboles, de détails signifiants que les spectateurs du XVIIIe siècle, même s'ils appartenaient aux classes moyennes, puisque c'est d'une certaine façon un début de popularisation de l'image, que les spectateurs du XVIIIe siècle, puis du XIXe siècle, étaient capables d'interpréter. Chaque image était décodable, sans être pour autant accompagnée d'un texte. On pourrait dire d'une certaine manière que le texte y était entièrement virtuel. Nous voyons ici la manière dont une mère maquerelle va choisir cette jeune fille naïve, encore innocente, et l'entraîner vers la ville et ses turpitudes à coups de mensonges. Mais nous pourrions regarder chacun des objets, chacun des éléments, et voir qu'ils renvoient à des couches de sens, en partie indéchiffrables pour nous. Voici donc la courtisane qui fait désormais fortune, elle fait partie du beau monde, c'est sa gloire. La voici enrichie et entourée, devenue célèbre, mais déjà certains signes dans les images nous annoncent que la situation n'est pas aussi certaine qu'elle y paraît. Et puis la voici abruptement, et là nous avons une solution de continuité violente par rapport à ce qui précède, arrêtée, jetée en prison, aux travaux forcés, sa carrière s'est brusquement interrompue sur une dénonciation qui se laissait deviner, mais qui en même temps nous apparaît comme une ellipse absolument monumentale. Il nous manque entre l'estampe 3 et l'estampe 4 un élément déterminant. C'est la fin, l'abaissement. Je ne suis pas capable d'interpréter l'ensemble des images, mais en tout cas le dénuement, la pauvreté, la déchéance. Et ici, nous sommes tout simplement à l'enterrement de cette malheureuse dont la vie aura été réduite finalement à très très peu de figures. Pas d'enfance, pas de véritable jeunesse, pas d'innocence. Elle a été sollicitée, sa carrière a grandi, sa carrière s'est brisée, elle meurt dans le péché et l'infamie. On est extrêmement loin, vous allez le voir, de tout ce qui va fonder pour nous le travail de Rodolphe Töpfer. Le moralisme de la séquence, son caractère didactique, son caractère véritablement instructif, c'est le cours de morale ou d'éducation civique qu'on propose, sont à rebours de l'humour, de la drôlerie, de la fantaisie de Töpfer. Le caractère énigmatique des images de la séquence sont à rebours de tout ce que Töpfer va nous proposer. Il faudra donc arriver à comprendre en quoi l'exemple hogarthien paraît décisif à Töpfer. Mais si l'on voulait s'intéresser à la pré-bande dessinée, à tout ce qui, avant Töpfer, et particulièrement en Angleterre, y ressemble, il faudrait aussi s'intéresser à d'autres auteurs
auteur de vignettes imprimées et isolées, séparées, hein, c'est chaque fois le cas dans ces images, mais par exemple, dans celle de Cruikshank, The Doctor's Dream, avec des éléments de rêve que nous retrouverons bientôt, notamment chez Töpfer, on a des éléments d'une caricature narrative qui commence à faire leur entrée. Un style de dessin qui ressemble déjà peut-être un peu plus à celui de certaines bandes dessinées. Le docteur Syntax, que nous retrouvons dans plusieurs images, est intéressant peut-être que ce soit sous le signe de la syntaxe que ce personnage se place pour articuler entre elles ces vignettes, n'a pas de phylactère, mais d'autres images de l'époque ont des bulles, et on peut même dire que le phylactère triomphe dans beaucoup de ces caricatures anglaises du tout début du XIXe siècle. La bulle, absente de la plupart des pages du Yellow Kid, absente pendant très longtemps du Yellow Kid, absente chez Rodolphe Töpfer, la bulle reste pour certains historiens et critiques bornés ce qui fait la bande dessinée. Mais nous voyons très bien que Töpfer, qui renonce à la bulle, la connaît et choisit de manière tout à fait délibérée de s'en passer. La bulle n'est pas une sorte d'invention miraculeuse de quelqu'un qui dirait voilà ce qu'on peut faire. Non, la bulle est un choix esthétique, elle appartient à une ancienne tradition de l'image. J'avais cité la dernière fois le mot de Baudelaire à propos de Granville, qui disait « Granville est un esprit maladivement littéraire qui utilise le vieux procédé du phylactère ». Donc, à l'âge de Töpfer, nous ne sommes pas dans la question de l'assomption de la bulle, mais dans la question de l'invention d'un mode de popularisation de l'image et d'une introduction d'une narration continue. C'est cela le problème qui va se poser à Töpfer, mais il va se poser à lui de manière étrange, et c'est cette histoire que je vais vous raconter en m'attachant maintenant plus longuement à sa figure, avant, dans la dernière partie de cet exposé, de m'intéresser à quelques-uns de ses successeurs qui nous montreront que le fil de la bande dessinée ne s'est jamais interrompu tout au long du XIXe siècle. Voici sur la droite le jeune Töpfer dans sa famille d'artistes et de gens cultivés de la bonne société de Genève. Töpfer est né en 1799, il mourra assez jeune, en 1846. Son père est peintre, c'est un peintre réputé. Sa sœur pratique la musique. Rodolphe se destine dès son plus jeune âge à la peinture, même s'il est aussi un lecteur passionné et un amateur de théâtre. Il écrit du théâtre, il en joue. Il écrit certainement d'autres textes, des poèmes, de petits textes, mais la peinture est sa véritable passion, et c'est à cela qu'il se destine sur les traces de son père. Il lit Laurence Sterne, il lit Rousseau, qui sont peut-être ses deux plus grandes admirations. Laurence Sterne, avec Tristram Shandy, évoqué l'autre fois, est un élément majeur et déterminant de ce qui va fonder les récits en images au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On a vraiment l'impression que des éléments qui appartenaient à la littérature vont être importés dans le livre illustré. Voici un exemple des tableaux d'Adam Töpfer, le père, qui est un des premiers à peindre le paysage alpestre. Ici, le Mont Blanc est visible à l'arrière-plan. On ne peignait pas les montagnes avant la fin du XVIIIe siècle. On ne voyait pas leur potentiel pittoresque. Et Töpfer sera ensuite un des chantres de ce paysage alpestre, et Töpfer sera globalement, par-delà tout le reste de ses talents et toute son ouverture d'esprit, Töpfer vouera à Genève et au paysage qui l'entoure un culte immense. Il y voit non pas la 7e merveille du monde, mais peut-être la première, un continent à soi seul, un modèle politique qu'il voudra toute sa vie préserver et défendre. Mais le père de Töpfer est aussi un caricaturiste de talent, et son fils, sur le tard, dessinera la couverture du recueil des caricatures de son père dans le format oblong qui sera celui de ses albums de bande dessinée. On a donc là un passage assez direct qui se fait entre le monde des beaux-arts et le monde de la caricature, une caricature sans prétention, certes, mais en même temps légitime, suffisamment légitime pour pouvoir être publiée
à côté des expositions prestigieuses de cet artiste local. Et voici le visage de Töpfer dans cet autoportrait, et cet autoportrait est tout à fait déterminant. Cet autoportrait nous dit véritablement qui est Töpfer et peut-être d'où vient la bande dessinée. Ce qui m'importe le plus, ce sont les lunettes, ces lunettes presque noires, qui sont le symptôme de l'affection des yeux qui était un peu présente pendant l'adolescence et qui, en 1820, quand Töpfer commence ses études aux Beaux-Arts à Paris, se déclare de manière violente. Töpfer voit des formes étranges lui passer devant les yeux, des filaments, des têtards, des grenouilles, des taches. Il a le sentiment que ses yeux ne lui permettront pas d'être le peintre qu'il aurait voulu être, de peindre avec la précision souhaitable, que sa défaillance des yeux brise tous ses rêves. Il écrit à ses parents des lettres de plus en plus déchirantes en 1820 et 1821. Il n'a évidemment pas encore cette tête-là, il est plus jeune, et il voit le monde s'effondrer. C'est-à-dire que la carrière naturelle à laquelle il s'était préparé, et quelle meilleure école pour lui que les Beaux-Arts de Paris, la carrière naturelle lui est interdite. Il va falloir se résigner, se trouver un métier, écrire un peu pour soi, dessiner un peu seulement pour soi, trouver un métier, et puisqu'il a été frappé par l'Émile de Rousseau et qu'il épouse une femme un peu plus riche que lui, ils vont ouvrir ensemble un pensionnat qui essaie de nouvelles méthodes éducatives, et c'est là que son talent veut peu à peu se réveiller et que peut-être la bande dessinée va commencer à naître. Töpfer, chaque année, emmène ces petits groupes de pensionnaires voyager, en Suisse surtout, en France un peu, en Italie souvent. On dessine les montagnes, on vit ensemble, on dort dans des refuges, et il arrive évidemment toutes sortes de petits incidents. Monsieur Töpfer, comme il se désigne lui-même, Monsieur Töpfer non seulement raconte ses histoires, mais s'y met en scène comme un personnage. Il les trace à la plume, soigneusement, sans doute y a-t-il eu un brouillon, puis il les illustre dans la même forme, avec le même outil de petites images, parfois séquentielles, mais généralement individuelles. Il ne se sent pas capable de peindre, il ne se sent pas capable d'exposer ses dessins, mais il a ce petit talent de plume, dans les deux acceptions du terme, qui lui permet de réaliser ses récits pendant les longues soirées d'hiver et de les faire lire à ses élèves qui s'en délectent. C'est une trace de leurs aventures, c'est une mémoire de l'établissement pour les générations qui se succèdent, et ces récits, si soigneusement tracés et reproduits quelquefois grâce à la technique de l'autographie, qui permet, je l'avais évoqué l'autre fois en quelques mots, qui est un dérivé de la lithographie qui permet de reproduire sans inverser, sans recourir à la gravure, sans recourir à la typographie, eh bien, ces récits font les délices de quelques-uns de ses amis. Mais tout cela circule de manière tout à fait informelle et évidemment extrêmement confidentielle dans la société des amis que Töpfer fréquente. Et puis Töpfer, qui a réalisé quelques pièces de théâtre avec ses élèves, qui aime la comédie, développe de premières histoires dans des cahiers. Et là, ces histoires mettent en scène des personnages qui réapparaissent d'image en image et qui connaissent des aventures souvent burlesques, un peu folles, dessinées d'une main libre et accompagnées à chaque fois de courtes légendes. Un des proche de Töpfer, Frédéric Sauret, est aussi un grand ami de Goethe. Or, Goethe va mal. Goethe, vers 1831-1832, est au soir de sa vie. Il est déprimé, il n'a guère de projet d'écriture. Les conversations avec Eckermann, parfois, le fatiguent. Et il reçoit, avec un sourire immédiat, les cahiers originaux de Töpfer. Ce sont bien les originaux, les manuscrits, les premiers brouillons qui ont été emportés par Sauret chez le grand homme. On imagine la timidité de Töpfer qui ne rencontrera jamais Goethe, mais qui a des échos à travers
des lettres. Et Goethe, le grand Goethe, le grave Goethe, homme politique, savant, théoricien des couleurs, auteur de théâtre, Goethe se délecte de ces histoires et le fait savoir. Il le fait savoir immédiatement à travers des lettres à Sorey et à travers des fragments des conversations avec Eckermann. À plusieurs reprises, il parle de Töpffer. La manière dont il en parle, et qui fait de lui le premier critique de l'histoire de la bande dessinée, pas le moins prestigieux, la manière dont il en parle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre l'étonnement qu'il va y avoir. Dans les romans caricaturés, il faut admirer les motifs multiples qu'il s'est tirés de très peu de figures. Il humilie l'inventeur le plus fertile en combinaison. Voilà des propos qui pourraient nous sembler un peu énigmatiques. De quoi parle Goethe ? Les motifs multiples qu'il s'est tirés de très peu de figures. Somme toute, un personnage, le même, et pas tout à fait le même, un personnage qui se promène d'image en image, un personnage qui vit des aventures, Monsieur Jabot en l'occurrence, mais il y a aussi Monsieur Vieuxbois et ses amours, que Goethe lira, et peut-être la première version du docteur Festus. Ce personnage réapparaît et se prolonge. C'est quelque chose qui pour nous est évident. Nous comprenons instantanément qu'il s'agit bel et bien des aventures de Monsieur Jabot ou de Monsieur Vieuxbois. Mais pour Goethe, il y a là le surgissement de quelque chose de neuf, des combinaisons, une manière étrange et neuve de raconter. Je vous lis les premières répliques de M. Jabot. Nous sommes au début de l'histoire. M. Jabot, se disposant à réussir dans le monde, fréquente les promenades publiques. M. Jabot croit devoir prendre une glace au premier café de l'endroit. Grosso modo, M. Jabot s'y croit et essaye qu'on l'y croit, qu'on l'y reconnaisse. Ayant mangé sa glace, M. Jabot se remet en position. Voici M. Jabot dans une soirée. M. Jabot énonce quelques opinions sur les affaires de Belgique. M. Jabot est invité au grand bal, Raout, de M. Dubocage. M. Jabot s'essaie au pas d'été et à la chaîne des dames. Bon, M. Jabot, somme toute, propose une variante 19e du bourgeois gentilhomme. M. Jabot veut se hisser, se pousser du col. M. Jabot prend des poses et Töpffer, dans un dessin rudimentaire et efficace, s'amuse à le faire vivre peu à peu. Nouvelle citation de Goethe. On doit admirer au plus haut point la manière dont un fantôme comme celui de M. Jabot reproduit son individualité impossible sous les formes les plus variées et dans un entourage qui donne l'illusion de la réalité. Vous voyez ces yeux de Goethe qui voient ce que nous ne voyons plus. Il voit le fantôme dans M. Jabot, un personnage qui existe et n'existe pas, se reproduit. Son individualité impossible sous les formes les plus variées. M. Jabot est bien le même, pour reprendre l'expression plus tardive de Töpffer, c'est un particulier un et indivisible, on ne le confond avec personne, et en même temps, il est susceptible de variation, il se transforme. Voici donc cette histoire avec son système tout simple, la continuité de ce ruban d'image, les 2 ou 3 lignes de texte qui se trouvent juste en dessous, le trait de bord de case tracé d'une main libre, avec la même vivacité, la même apparente spontanéité que le dessin, la même apparente spontanéité que le texte, inséparable dans l'image tracée avec la même plume sur le même support, dans un cahier dont Töpffer ne remplit que les pages de droite. Voici donc quelques-unes des pages de M. Jabot, qui évidemment va aller de catastrophe en catastrophe tout au long du récit et commettre gaffe sur gaffe, surtout à chaque moment où il est persuadé d'être à son avantage et de briller. Les encouragements de Goethe sont si vifs, si forts, si insistants, que Töpffer se décide à publier une première histoire, puis une deuxième. La technique de l'autographie est parfaitement maîtrisée. À Genève, il y a des petits imprimeurs modestes qui peuvent réaliser ces livres, et c'est donc
sous forme de livre et non pas dans la presse que la bande dessinée töpferienne va naître. Et en peu d'années, beaucoup d'histoires vont être publiées à côté des autres œuvres que produit Töpfer, romans, nouvelles, essais, théorie de l'art, etc. C'est un polygraphe, mais la publication de ces bandes dessinées, de ces histoires en estampes, est assez régulière. Elles ont chacune 2 versions, donc que j'ai indiquées sommairement ici. Une version qui est celle du brouillon, rapidement esquissée, parfois sur 2 bandes, et puis la version publiée, donc entre 1833 et 1846. Si certaines planches peuvent nous sembler élémentaires graphiquement, d'autres sont déjà éblouissantes. On retrouve ici, dans la traduction d'un rêve, comme un écho de la caricature de Cruikshank que j'avais montrée plus haut, on voit la capacité déjà chez Töpfer à musicaliser sa bande dessinée, la parfaite lisibilité, la parfaite fluidité qui permet d'abord à quelques notes de musique d'entrer dans l'image, puis au rêve peu à peu de prendre corps pendant que le dormeur voit sa place se réduire. Monsieur Jabot rêve des hauts faits en présence d'une femme admirable. Évidemment, la quête amoureuse de Monsieur Jabot ne sera pas couronnée de grands succès. Töpfer, qui est à la fois un homme très rangé et un pince sans rire, fait paraître dans une très sérieuse revue de Genève un compte-rendu de son livre. Il le signe des initiales RT, comme s'il ne s'agissait pas de lui. Il indiquera d'emblée que l'auteur est resté anonyme, mais à Genève, c'est un secret de polichinelle et chacun sait qu'il s'agit bel et bien de lui. Donc, les encouragements de Goethe ne lui ont pas tout à fait suffi. Il faut qu'il théorise sa pratique. Il ne faut pas qu'il se contente de faire paraître une fantaisie, mais il faut bel et bien qu'il la commente. Et c'est un fragment qui laisse méditatif beaucoup d'auteurs de bandes dessinées, tant l'essentiel y est dit immédiatement. Donc, cet homme publie une première histoire qui peut nous sembler encore assez facile, assez superficielle, et ce qu'il pose dans cette notice de 3 ou 4 pages dense sur l'histoire de M. Jabot, ce qu'il pose, c'est une première définition de la bande dessinée. Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou 2 lignes de texte. Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Presque tout est dit et bien au-delà de la question du phylactère. La nature mixte, il s'agit de quelque chose qui naît par une fusion, une mise ensemble et non pas par une addition. L'idée d'une complémentarité, les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure, ils seraient somme toute à la Hogarth, ils demanderaient un commentaire, une explication extérieure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Et cette idée qu'il s'agit à la fois d'un roman graphique pourrait-on dire, et de toute autre chose que d'un roman. Ce sont des intuitions majeures qui vont bien au-delà de ce que propose M. Jabot. On a là quelqu'un qui sent qu'il est en train de faire une véritable proposition. Et très vite, d'ailleurs, on sentira chez Töpfer un prosélytisme. L'auteur de ce petit volume ne s'est pas fait connaître, dit-il un peu plus loin. Si c'est un artiste, il dessine faiblement, mais il a quelque idée d'écrire. Si c'est un littérateur, il écrit médiocrement, mais en revanche, il a, en fait de dessin, un joli talent d'amateur. Modestie, vraie, fausse, pose, jeu avec les lecteurs, jeu avec les gens respectables, car Töpfer, qui est un conservateur en matière politique, veut entrer à l'Académie genevoise. Je me fais pardonner ce que je fais, mais je vous explique quand même à quel point peut-être c'est malin, original et surtout neuf. Ce qui va faire qu'on peut parler de la naissance de la bande dessinée plutôt que son invention avec Töpfer, c'est un ensemble de phénomènes. D'abord, il y a une claire conscience de la séquentialité. Töpfer s'inscrit
délibérément dans les aventures d'un même personnage qu'il continue jusqu'à épuisement du début à la fin du livre. D'autres personnages apparaissent en cours de route, les récits se complexifient, mais on a à chaque fois, et on le sent par les titres, cette identité d'un personnage, cette manière de fonder le héros qu'on retrouvera pratiquement dans toute la bande dessinée. Deuxième élément essentiel, cette nature mixte que j'évoquais, cette complémentarité entre le texte et l'image, cette idée que le texte n'est pas une légende et que l'image n'est pas une illustration, mais que les deux cheminent ensemble pour proposer une forme neuve et indissociable. Troisième élément, tout aussi décisif, et là qui est absolument neuf et qui n'était jamais là chez les prédécesseurs de Töpffer, troisième élément, la reproductibilité. Il s'agit d'imprimer ces histoires, il s'agit de profiter de ces nouvelles techniques que j'avais évoquées la dernière fois à propos de la caricature, du développement de la presse, etc. Il s'agit de profiter de ces nouvelles techniques, non pas pour réaliser des originaux, non pas pour les exposer, mais pour les diffuser. Et avec cette idée, qui est essentielle chez Töpffer, qu'une nouvelle catégorie de lecteurs apparaît, que les enfants font partie de ces lecteurs potentiels, et qu'image et texte ensemble vont pouvoir proposer à ce nouveau public quelque chose d'absolument neuf, qu'il va y avoir, et il y aura souvent dans les textes de Töpffer, une forme d'éducation par l'image, par le récit par l'image, voire d'éducation morale, même si la morale töpférienne n'est pas celle de Hogarth, heureusement. Il y a aussi, chez celui qui aurait voulu être peintre et qui finalement a dû y renoncer, une ironie par rapport aux beaux-arts, peut-être même par rapport à son cher père, une ironie qui se marque dans le début d'une de ses meilleures histoires, brillamment dessinée, qui est Monsieur Pencil. Alors, je vous lis les premières lignes de Monsieur Pencil, qui sont savoureuses à souhait, et vous allez voir 2 pages de cette petite séquence qui, à mon avis, sont extrêmement éclairantes. Monsieur Pencil, qui est artiste, dessine la belle nature. Un peintre de paysage, somme toute. Monsieur Pencil, qui est artiste, regarde avec complaisance ce qu'il a fait et remarque qu'il en est content. Monsieur Pencil, qui est artiste, remarque qu'à rebours, il est content aussi, et même en regardant par-dessus l'épaule. La page se boucle, le corps tourne autour du dessin, nous serions là dans l'autosatisfaction, le narcissisme, l'immobilisation, le récit étant lisé avant même d'avoir commencé. Ayant essayé de ne regarder que le revers, M. Pencil, qui est artiste, remarque avec plaisir qu'il est encore content. Pendant que M. Pencil remarque avec plaisir qu'il est content, un petit Zéphyr s'amuse à lui enlever sa casquette. En ayant assez de la casquette, le petit Zéphyr rebrousse pour s'amuser avec le dessin. Voilà le dessin qui s'envole, et voilà le récit qui se met en route. Il ne s'agit pas d'être content, il ne s'agit pas que l'image soit immobile, il ne s'agit pas de tourner autour, il s'agit de la mettre en route. Ce début aura peut-être fait penser irrésistiblement certains d'entre vous au début d'un autre récit qui est réalisé juste un siècle après, et qui est Les cigares du pharaon d'Hergé, cet autre feuilleton enjoué, endiablé, qui commence par un papyrus qui s'envole, ou un pseudo-papyrus, le papyrus du pharaon Kiosque, qu'un savant, Philémon Cyclone, première esquisse de Tryphon Tournesol, poursuit et demande à Tintin de poursuivre et d'arrêter. Et ce papier qui vole, cette feuille arrachée au kiosque, est la mise en route de l'aventure, exactement comme chez Töpffer. Il ne s'agit pas non plus chez le premier Hergé d'être satisfait de ce qu'on fait, il ne s'agit pas de peaufiner son dessin, de l'arrêter, mais il s'agit de mettre en place cette chaîne énergétique qui fonde le récit. C'est une des inventions de Töpffer et c'est une des ironies de cet homme qui est par ailleurs un critique d'art assez traditionnel. L'une des histoires les plus fameuses de Töpffer est celle de Monsieur Crépin, et c'est une histoire bourrée d'inventions. On a l'impression que chacune des histoires propose de nouveaux enjeux graphiques et narratifs. Le problème de Monsieur Crépin, qui est un brave homme, pas formidablement intelligent, pas formidablement volontaire, le problème de Monsieur Crépin est de gérer une famille assez nombreuse.
De retour de voyage, M. Crépin, c'est le début du récit, éprouve le plaisir de serrer sa famille dans ses bras. La légende est délicatement ironique, car avec les 11 enfants et sa femme, il est difficile de serrer tout ce petit monde dans ses bras, et il s'agit surtout d'éduquer cette peuplade déchaînée qui brise tout dans la maison, qui saute dans tous les sens, qui est totalement incontrôlable. Ce sont 11 petites boules d'énergie qui sont là dans la maison, et Monsieur Crépin se pique de trouver une méthode éducative idéale. Il va donc s'agir à travers ce récit d'une satire de très nombreuses méthodes, de très nombreux principes éducatifs. Et donc, M. Crépin a passé une annonce, ayant demandé un instituteur par les petites affiches, plusieurs viennent se présenter chez lui. Les personnages sont chacun typés, bien reconnaissables. M. Crépin et son épouse, discrète, font passer un casting à ces nombreux instituteurs avant de s'enticher d'un premier qui se nomme M. Fadet. M. Fadet a une éducation fondée avant tout sur le geste, sur la chorégraphie. Il apprend aux petits Crépins à se conduire comme un seul homme, si j'ose dire, à agir tous de concert, et ce sera évidemment une série de gags qui naîtront de cela. Fadet, ayant fait acheter aux jeunes Crépins un lorgnon et un chapeau, leur enseigne les règles de l'urbanité française. Comment, en écoutant un supérieur, on fléchit légèrement le dos et on marque l'empressement avec la main gauche. Et M. Crépin lui-même, évidemment, se met à l'école de M. Fadet et va apprendre lui-même les postures. Vous remarquez que le profil et l'attitude corporelle principale chez Töpffer, il s'agit toujours d'apprendre une gestuelle et finalement de dérouler cette gestuelle dans des attitudes qui se présentent à nous de manière assez scénique. Le décor est réduit à sa plus simple expression. Ces postures donc vont se succéder. Les enfants de M. Crépin apprennent à se conduire de manière répétitive. Vous le voyez à la dernière case, la manière dont les corps ne sont plus qu'esquissés, dont ces enfants ne forment plus qu'un seul être, et apprennent une série d'attitudes qui ravissent un temps les parents. J'aime beaucoup le texte de cette vignette. Monsieur Crépin, ayant fait par mégarde un calembour, tous les jeunes Crépins se lèvent en partant d'un grand éclat de rire. On est donc toujours dans cet humour un petit peu décalé qui est présent dans l'image, parce que l'image de Töpffer est porteuse de drôlerie, et en même temps soulignée et emportée par le texte qui l'accompagne. Et le texte l'accompagne tant et si bien que, devançant ce que Tardy fera dans beaucoup de ses histoires, on voit aussi le texte s'intégrer à l'image sous forme de journal, de livre ou d'affiches. Les conseils et les méthodes de M. Fadet n'ayant pas tout à fait satisfait M. Crépin et les enfants devenus mécaniques ne les comblant pas, on fait appel à un nouvel instituteur. On retrouvera cette problématique avec un certain M. Craniose. Alors, Craniose est un disciple de Gall et de Lavater, dont je parlerai un peu plus loin. Ce sont ces gens qui mettent au point la physiognomonie et la phrénologie, qui tâtent les crânes et qui, à partir de la forme des crânes, vont décider de l'intelligence et des aptitudes de tout un chacun. Ce sont des méthodes extrêmement en vogue à l'époque et qui vont être exposées sur un mode dont le caractère polémique éclatera quelques années plus tard lorsque Töpffer publiera l'essai de physiognomonie. Et donc, la collection de crânes permet à M. Crépin, quelque peu sceptique, et à Mme Crépin, manifestement enthousiaste, de prouver les vertus de sa méthode. Malheureusement, les enfants Crépin ne saisissent pas toute la portée de la phrénologie. Et l'histoire de M. Crépin, qui connaît bien d'autres tribulations et plusieurs tentatives de suicide, avant que M. Crépin ne se résigne à éduquer ses enfants comme il peut, à sa façon, en changeant régulièrement de méthode et parvenant à se réconcilier avec eux, l'histoire se termine sous forme de banquet
Ce n'est plus cette fois les cigares du pharaon, mais c'est plutôt la fin des albums d'Astérix. L'histoire des amours de Monsieur Vieux-Bois, qui est la première que Goethe semble avoir vue, et peut-être la première qu'a esquissé Töpffer, est une des plus savoureuses, une des plus drôles, et cette première page est parfaite. Rencontre de Monsieur Vieux-Bois, point d'exclamation. Monsieur Vieux-Bois voit avec amertume que l'on s'éloigne. Monsieur Vieux-Bois sent au feu intérieur que c'est pour la vie. Voici une histoire d'amour qui démarre étrangement. Le lecteur de la Nouvelle Héloïse nous propose une parodie extrêmement rapide. Cette femme qui prendra un embonpoint assez rapidement dans l'histoire n'est désignée que comme l'objet aimé. Elle ne manifeste aucun signe par rapport à Monsieur Vieux-Bois, ne semble à aucun moment remarquer l'intérêt qu'il lui porte, mais Monsieur Vieux-Bois se désespère de plus en plus. Troisième rencontre, déclaration, soupirs, espoirs, l'objet aimé s'éloigne, soupçon naissant. Et donc, Monsieur Vieux-Bois veut se pendre, mais le burlesque immédiatement le rattrape et toutes les tentatives de suicide, toutes les tentatives de meurtre, toutes les extravagances de Monsieur Vieux-Bois se solderont par des désastres. Le dessin lui-même se renverse, se libère, le décor est parfois très présent. On sent chez Töpffer une liberté graphique qui n'est limitée par aucun académisme et qui mettra dans la bande dessinée extrêmement longtemps à se faire une place. C'est peut-être une des raisons de la redécouverte récente de Töpffer, c'est que ce style libre, sauvage, enjoué, désinvolte, ce style où tout est possible, il faudra attendre à peu près la génération de Johann Sfar pour le voir se développer, en tout cas dans le monde de la bande dessinée francophone, longtemps soucieuse de correction et longtemps hantée par les modèles du dessin plus académique, qui bien sûr peut y avoir sa place, je serais mal placé pour dire le contraire, mais qui n'est qu'une des variantes possibles de la bande dessinée. Ce qui est très étonnant chez Töpffer, c'est de voir apparaître des figures d'organisation que l'on perçoit mieux quand on regarde plusieurs images consécutives, quand on tourne plusieurs pages, par exemple dans cette séquence où il y a eu un rival qui n'a pas fait grand-chose, mais suffisamment pour flatter la jalousie, pour éveiller la jalousie de Monsieur Vieux-Bois, et donc ce rival est entraîné par la roue d'un moulin et régulièrement plongé dans l'eau, puis ressorti, puis replongé. Donc le rival persiste à être prodigieusement saucé à chaque tour. C'est une petite image verticale, une bande, et pendant ce temps, Monsieur Vieux-Bois embrasse la vie pastorale pour la santé de l'objet aimé et prend le nom provisoire de Fircis. La page suivante est construite exactement sur le même modèle, et la troisième, et la quatrième. Et ce sont des mécanismes, somme toute, et nous verrons un exemple encore plus criant, somme toute de montage parallèle, qui remettent à mal une des idées les plus courantes, qui serait que le cinéma aurait inspiré à la bande dessinée une grande partie de son langage. Dans l'exposition Hergé, actuellement présentée au Grand Palais, une séquence assez désolante présentée sur un très grand écran. On y voit, sur le plateau de Michel Drucker, au début des années 70, Yves Robert analyser une page de Tintin en montrant qu'il y a là des gros plans, des plans moyens, des plans d'ensemble, des plans américains. Et donc Hergé reprend le langage de la bande dessinée. Hergé fait le ravi, le naïf, fait mine de découvrir cela. Michel Drucker dit « Alors Hergé, vous pensiez… » Non, je n'y pensais pas, enfin, etc. Comme si la gloire de la bande dessinée et de son médium était, somme toute, d'être capable de faire sur papier ce que fait le cinéma. Mais nous voyons ici que non seulement Hergé n'avait pas besoin des leçons d'Yves Robert pour découvrir son découpage, non seulement que son découpage profondément reposait sur une autre logique, qui est celle de la coprésence des images sur la page, de cet étrange rapport entre simultanéité et successivité qui fonde la bande dessinée, mais en plus que cette figure du montage parallèle, que cette figure des alternances de récits, elle était bel et bien présente, alors même que l'idée du cinéma n'existait pas.
qu'on est à peine au moment où la photographie se prépare à être inventée, et pourtant Töpfer met en place cette figure. Médiologiquement, pour reprendre le terme de Régis Debray, médiologiquement c'est extrêmement important. Ça nous montre qu'il n'y a pas une sorte d'antériorité technologique d'un médium qui donnerait, qui créerait certaines figures. C'est vrai que le montage alterné ou le montage parallèle sont des figures clés du cinéma, mais en réalité, ce sont des figures de tout récit, et la spatialisation de la bande dessinée, sa disposition sur la page puis dans le livre, permettent de jouer de cet espace. Autre invention de Töpfer, plus modeste apparemment, mais tout aussi essentielle, c'est la souplesse dans l'usage du texte et de l'image et la manière d'intégrer le texte à l'image, parfois très bref, parfois plus long, et jouant ici, dans cette scène de manifestation, jouant ici de rimes qui sont aussi bien verbales que graphiques. On est dans une situation de manifestation, les ouvriers ont faim, c'est une émeute, les orateurs se succèdent et montent chacun sur un tonneau et haranguent la foule à coups d'arguments plus dérisoires les uns que les autres. Et nous voyons ces orateurs se succéder, nous voyons les visages s'anonymer, et les discours eux-mêmes travaillent sur le même système de reprise et variation. Je ne vous lis que quelques fragments. Cependant, les ouvriers continuant à demander du pain, par attroupement, M. Mandeau monte sur un tonneau. Mes bons amis, tout tient à la rente. En ce moment, la rente monte. Ne bougez pas. Et alors, elle montera plus haut encore. Et alors, les capitalistes voudront faire valoir leurs fonds. Et alors, vous aurez du pain. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, M. de Pibrac monte sur le tonneau. Mes bons amis, si vous avez faim, prenez-vous-en à votre gouvernement. Avait-on faim avant 89 ? Etc. Avait-on faim sous la Restauration ? Non. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, M. Grelot monte sur le tonneau. Mes excellents amis, je pleure sur vous. Mais pour guérir vos maux, il faudrait l'occupation de la Belgique, la chute du trône et la guerre générale. Et donc voilà les discours qui se succèdent, les images qui se succèdent, et une nouvelle forme d'organisation de l'espace narratif qui se met en place. Ici, une plaidoirie. Nous pourrions penser que Töpfer brusquement est devenu bavard, pré-jacobsien, qu'il va abandonner toute fonction à l'image. Mais en réalité, ce que nous montre cette case exceptionnellement remplie de textes, c'est l'éloquence de l'avocat, son satisfaction, son bavardage, somme toute. Il est tout empli de lui-même, il ne laisse plus la moindre place à l'image, et cela, nous l'avons compris avant même d'avoir lu. La liberté graphique est une des choses les plus saisissantes dans ce moment où la caricature est encore naissante, est encore à ses débuts dans la presse, et où l'on voit, par exemple ici, comment les ailes d'un moulin peuvent se mettre à tourner à toute vitesse, à s'emballer, à ne quasi plus ressembler à des ailes. Dont les corps, la manière dont les corps se défont, qu'il s'agisse des animaux que l'on peut jeter en grand nombre, ou des individus eux-mêmes qui peuvent se trouver emportés dans l'espace, et les aventures, notamment du docteur Festus, sont peut-être les premières aventures spatiales de l'histoire de la bande dessinée. On va d'ailleurs dans cette histoire voir un homme tombé du ciel et un savant austère et sévère que nous apercevons à la dernière image, se persuade que cet être tombé du ciel ne peut être qu'un extraterrestre. Il le met en cage et entreprend de l'observer pour saisir les mœurs de ces étranges habitants, peut-être des Sélénites. Le docteur rédige aussitôt. Léthargique, impérieuse aussi, il rue avec une adresse remarquable puisque le malheureux se débat. Et voici donc l'une des séquences les plus frappantes et les plus remarquables de ce montage parallèle que j'évoquais il y a quelques instants. À chaque fois, le héros se débat de toutes ses forces, cependant que le docteur rédige et observe et est persuadé d'avoir fait franchir un grand pas à l'anthropologie. Töpfer, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, s'empare immédiatement des nouvelles inventions technologiques
mais s'en empare pour les défaire, pour les détruire, pour jouer avec elles. Ici, le télégraphe. À quoi bon une ligne de télégraphe si ce n'est pour renverser ses poteaux? Et c'est une des manières, et c'est un point sur lequel Thierry Smolderon, dans son livre Naissance de la bande dessinée, et dans plusieurs de ses articles, a souvent insisté, la bande dessinée a été une manière d'apprivoiser, la caricature aussi, d'apprivoiser les techniques. Nous l'avions vu l'autre fois à travers l'omnibus, le chemin de fer, apprivoiser les techniques en riant, en les défaisant, comme Laurel et Hardy le feront plus tard avec l'automobile, qu'ils s'ingénient à détruire, à défaire, à mettre en pièces. Et donc, les lignes télégraphiques sont interrompues à travers toute l'Europe suite à un incident dérisoire. Rodolphe Töpfer, maître d'école, directeur de pensionnat, membre de l'Académie, auteur de romans et de nouvelles, est soucieux de diffuser ses histoires. Les histoires qu'il réalise lui-même, il les porte chez quelques marchands de Genève, mais il apprend qu'on les contrefait. Et donc, il décide de les exporter et réalise de premières affichettes. Elles sont diffusées officiellement à Paris, rue de Tournon. Et il reprend, une page classique du même auteur, l'ensemble de ses histoires, plus quelques-uns de ses récits de voyage, pour en faire la publicité et inciter les lecteurs à lui être fidèles. Mais les livres sont trop chers, produit à trop peu d'exemplaires, la diffusion est trop restreinte, et en même temps, la nouveauté de ce genre frappe. Et la maison Aubert, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, c'est la maison de Charles Philippon, homme de presse, homme de caricature, l'homme des poires, un homme qui, dans les passages couverts parisiens, vend des estampes en abondance. Eh bien, il décide tout bonnement de produire des albums Jabot, une collection Jabot. Donc Jabot a fondé un genre, on oublie Töpfer, on ne lui demande pas son avis, et on va produire, à côté de Töpfer, d'autres récits qui, eux, sont signés d'ailleurs. Monsieur Jabot, Aventure d'un Fat, joli album oblong, Monsieur Crépin, Différents systèmes d'éducation, Monsieur Vieuxbois, Tribulation amoureuse d'un vieux Fat, etc. Mais ensuite, Monsieur la Jaunisse, Parcham, Malheur d'un beau garçon, Monsieur la Mélasse, Parcham, Histoire d'un épicier, enfin je crois qu'il faut dire Cam, à vrai dire. Monsieur de Verpré, employé en retraite par E. Forest, etc. On va retrouver Télémaque par Feu Monsieur de Fénelon et Cam, album comique, et Les Travaux d'Hercule, album dans le genre des Jabot, Crépin et autres, du même format par Gustave Doré. Ces 12 recueils composent la collection dite des albums Jabot et se retrouvent sur toutes les tables des salons parisiens. Popularisation de la bande dessinée à travers ces albums que l'on peut lire à la ville comme à la campagne, en oubliant l'auteur, mais surtout en les reproduisant sous une forme totalement altérée. Car on veut les produire à un plus grand nombre d'exemplaires, on ne parvient pas à le faire avec l'autographie comme le fait Töpfer, et donc on les fait redessiner, retravailler, les traits deviennent rigides, le dessin, s'il est imitatif, perd un grand nombre de détails, et Töpfer, qui dans un premier temps se réjouissait peut-être de voir le procédé se populariser, lui qui rêvait de voir d'autres artistes comme Granville s'essayer à ce nouveau genre. Mais Töpfer, malgré tout, se désole. Et il produit dans la même revue, Le Courrier de Genève, une notice sur la contrefaçon de l'histoire de M. Jabot, 2 ans après avoir publié la notice sur M. Jabot. Et là encore, le texte est extrêmement important et nous montre à quel point c'est aussi parce qu'il est un théoricien que Töpfer fonde la bande dessinée. Il ne pratique pas seulement la bande dessinée, il a conscience de générer un nouveau genre, de produire quelque chose d'absolument neuf. Un livre autographié, c'est-à-dire composé de croquis originaux, dont l'agrément réside dans la spontanéité du faire, dans la liberté expressive du trait, dans une sorte de négligence folle ou d'incorrection comique. Ce livre-là, lorsqu'il a été laborieusement copié par le salarié d'un éditeur marchand, c'est un homme dont on n'a pas réduit la taille, mais qui, ne disant plus les mêmes choses de la même façon, paraît niais là où il avait semblé drôle
et bête là où il paraissait amusant. C'est lui et ce n'est pas lui. Plus le salarié a été scrupuleux, plus son trait est roide, plus il a imité fidèlement, plus son imitation est honorablement ennuyeuse. Magnifique, honorablement ennuyeuse. Et donc, c'est la petite vengeance de Töpfer qui continuera toujours à défendre cette idée que son dessin n'est pas si maladroit, mais d'une maladresse feinte ou voulue, et en tout cas inséparable du propos. Hélas, Töpfer, en 1839, pas si âgé que ça, à peine quadragénaire, voit sa vue baisser de plus en plus. Il écrit à son ami Xavier de Maistre, l'un des écrivains avec lequel il correspond, « J'ai des yeux si malades et si menacés que je me crois chaque fois arrivé au moment de dire un éternel adieu à la muse que j'ai tant aimée, celle des croquis. » Et donc les copies sont presque inéluctables. Töpfer a de plus en plus de mal à produire de nouvelles histoires en estampes et se sent de plus en plus malade. Bientôt, à Genève, il y aura une forme de révolution, de mise en cause du régime qui était là, et c'est une deuxième cause de déchirement pour lui. Et lui qui est un auteur si comique, si enjoué, qui est un pédagogue apparemment si libre, va se répandre 2 années durant en textes extrêmement réactionnaires, déplorant toutes les transformations qui ont lieu autour de lui. C'est très étrange parce qu'on verra à travers l'histoire de la bande dessinée de grands auteurs innovateurs, Winsor McCay ou Hergé, pour ne citer que, alliés comme Töpfer une conception politique de plus en plus rigide et réactionnaire et un goût de l'innovation et de la modernité à l'intérieur de leur travail. Petite source de réflexion ou d'étonnement. Heureusement pour le Genevois Töpfer, qui n'est lu que par ses proches et ses pairs, Sainte-Beuve, le feuilletoniste le plus important du temps, dont les articles ont plus d'influence que les émissions de Bernard Pivot à la plus grande époque d'Apostrophe, Sainte-Beuve qui fait et défait les réputations, lit plusieurs des nouvelles de Töpfer, via sans doute Xavier de Maistre, se fait prêter les histoires en images et décide de consacrer son feuilleton à Rodolphe Töpfer. Le feuilleton de Sainte-Beuve, ce n'est pas rien, ce n'est pas un article, c'est quasiment un petit livre, c'est 30 ou 40 pages qui peuvent faire ou défaire les réputations. Et donc Töpfer se voit honoré d'un texte de Sainte-Beuve qui fait évidemment une impression extraordinaire à Genève. Brusquement, on le regarde autrement. Et il est intéressant de voir que si les histoires dessinées ne sont pas au cœur de ce qu'apprécie Sainte-Beuve, elles ne sont pas non plus dédaignées, que dans les lettres que les 2 hommes échangent, il en parle sans gêne, même s'il les met quelque peu à distance en parlant de bouffonnerie. Ce sont surtout les voyages en zigzag qui sont l'objet des éloges de Sainte-Beuve, ces voyages plein de fantaisie, illustrés, qui connaissent des éditions différentes, qui se popularisent chez un cousin de Töpfer, Dubochet, qui, quelques années plus tard, vendra son fonds à la maison Garnier, aux éditions Garnier, qui continueront à populariser le travail de Töpfer tout au long du XIXe siècle. Et Töpfer, pourtant, malade, y voyant de moins en moins, déçu par Genève et son régime politique, se sentant peut-être proche de la fin, réalise encore une histoire qu'il signe d'un pseudonyme, Simon de Nantua, qui est l'histoire d'Albert, qui est une histoire politique, une bande dessinée où les idées qu'il défend sont mises en scène, et surtout où un personnage ridicule représente un politicien qu'il déteste, James Fazzy, déguisé ici en Albert, un bon arien qui se rêvait poète et qui va devenir vendeur d'encyclopédies, faisant du porte-à-porte. C'est la métaphysique pittoresque qu'il va proposer à ses clients après l'échec de ses harmonies orageuses. Et dans cette histoire, Töpfer révèle une fantaisie, une inventivité, un usage du langage encore plus extraordinaire que dans ses bandes dessinées précédentes. On le voit dans ses croquis, recadrer ces images, décider qu'on peut obtenir par leur succession des effets que
le dessin complet ne produisait pas. On sent évidemment ici à quel point le fait d'intégrer directement le texte au dessin, de pouvoir le placer verticalement, de pouvoir le réduire jusqu'à presque rien, de pouvoir le conduire de la lisibilité à l'illisibilité, le transformant en un pur système de signes, on voit bien à quel point cette bande dessinée, jouant de tous les effets d'escalier, de tous les effets de compression des cases, travaillant le multicase comme jamais auparavant, à quel point elle est une forme dont la bande dessinée française du XIXe siècle n'arrivera pas à se faire l'héritière, notamment à cause d'une rupture technologique, par le fait qu'elle devra recourir à la typographie, à la composition et à la gravure, et perdra cette unité de geste qui est fondamentale. Il y a chez Töpffer à ce moment-là une maîtrise parfaite de son langage, même si sa vue s'en va, il sait d'instinct toutes ces règles que la bande dessinée mettra longtemps à retrouver, et notamment cet axe qui l'entraîne irrésistiblement de la gauche vers la droite en épousant le mouvement de l'œil. Regardez la manière dont l'escalier est gravi, dont le texte devient quasiment le soutien de la marche, son support, tout en assurant les fonctions de lisibilité nécessaires. Cette époque-là, le moment où le vieux Töpffer réalise l'histoire d'Albert, 1845, c'est le moment où naît une revue dont le rôle est déterminant dans la presse française et dans l'aventure des images, c'est l'Illustration. L'Illustration, journal universel, va durer pendant plus d'un siècle, et l'Illustration va intégrer une des premières bandes dessinées, une histoire de Töpffer. Mais Töpffer n'est pas en mesure de l'adapter lui-même, ses yeux ne le permettent plus, il faut un caractère un peu plus fini pour que l'histoire puisse être publiée, et on demande à Cham, qui fut l'un des probables plagiaires ou adaptateurs involontaires des premières histoires de Töpffer, on demande à Cham de réaliser l'adaptation, lui qui a déjà publié chez Aubert plusieurs albums. Voici donc ce personnage étrange, Cham, Amédée de Noé de son vrai nom, un aristocrate qui sera quasi mis au ban de sa famille parce qu'il fera le choix non pas de s'occuper de son domaine et de ses terres, mais de pratiquer la caricature. Il reçoit les esquisses rapides de Töpffer pour l'histoire de Monsieur Cryptogame. La fantaisie de Töpffer est débordante dans ses premières esquisses, est encore moins finie que d'habitude puisqu'il sait que le dessin sera achevé par quelqu'un d'autre, et l'histoire va être reprise et redessinée par Cham. Les légendes sont désormais typographiques, et assez étrangement, les pages qui paraissent dans l'Illustration, c'est un feuilleton, donc la bande dessinée töpférienne qui était jusqu'alors vouée au livre passe dans la presse et connaît une diffusion beaucoup plus large. Les pages, par certains côtés, ressemblent à des pages de bande dessinée moderne. On pourrait avoir l'impression que Cham a créé, en quelque sorte, la planche. Il ne s'agit évidemment pas du tout de cela, c'est un simple empilage de bandes, de strips. Nous voyons, il y en a 2 ici, il y en a 3 là, et il n'y a pas d'organisation particulière. Mais pour notre œil moderne, et au prix d'un petit anachronisme, nous sentons que quelque chose pourrait s'organiser et se mettre en place là. Cependant, l'adaptation honorable réalisée par Cham pose d'immédiats problèmes. Et le premier problème va être la perte de cette fluidité de lecture, de ce sens immédiat de la lecture qui apparaissait dans cette poursuite que je vous ai montrée et qui va se trouver inversée, retournée et en quelque sorte détruite, défaite dans l'adaptation. Cham dessine, le graveur adapte et retourne. Et donc, il aurait fallu que dans l'adaptation de Cham, lui-même fasse le retournement pour que la structure de l'histoire, cette structure vectorisée de gauche à droite, se maintienne. Mais Cham ne l'a pas vu, pas plus qu'il ne comprendra les conseils
que lui adresse Töpffer dans de longues lettres envoyées depuis Genève, qui sont la première correspondance entre deux auteurs de bande dessinée. Cette correspondance passionnante, très vivante et assez drôle est reprise dans l'ouvrage de Thierry Grunstein que je vous montrais tout à l'heure. J'en extrais seulement quelques fragments et vous allez voir à la fois l'intelligence de Töpffer et le malentendu qui s'installe. La difficulté du travail dont vous voulez bien vous charger, c'est d'y être vous et d'y être moi tout ensemble, d'où suit l'écueil de rester entre les deux. Voici les quelques points qu'il faudrait à tout prix respecter. Premièrement, avant tout, le caractère des têtes principales. Pour ce qui est de leur expression, tout est préférable à la froideur. Je veux dire qu'un peu autre, elle serait mieux que plus exacte, mais moins vive. Deuxièmement, la bêtise bouffonne du dessin. Il avait déjà employé cette expression dans la notice sur M. Jabot. Deuxièmement, la bêtise bouffonne du dessin. Tout cela, plus vraisemblable de détails, serait moins drôle en même temps. Troisièmement, la rareté et la sobriété des accessoires, parce que ceci importe toujours à la clarté de l'idée principale, qui doit être saisie d'un regard par les moins intelligents. C'est tout le secret de ces petites histoires. Nerfs, folie, clarté, accessoires indiqués, jamais trop faits, c'est la loi suprême du genre. Mais rien n'y fait. Kamm a un modèle de dessin beaucoup plus fini que Töpffer, et ça se marquera de manière particulièrement frappante dans cette séquence algérienne. Les deux images de gauche sont les esquisses de Töpffer, les deux images de droite sont très soigneusement et très habilement réalisées par Kamm et traduites ensuite en gravure. Je vous lis le texte. Et tous les habitants des campagnes fuient vers Alger, emportant leurs effets les plus précieux. Dans la case esquissée de Töpffer, nous les voyons fuir, nous sentons la panique, la déroute, la débâcle, l'exode. Chez Kamm, accentué par le graveur, nous voyons une dame portant assez tranquillement une jarre sur la tête et cheminant, somme toute, vers une autre ville, comme si elle allait au marché. À Alger, l'on ne s'aperçoit de rien encore parce qu'on s'y occupe de l'élection d'un nouveau Dey, alors que chez Töpffer, l'image contredit la chose et qu'on est en pleine guerre civile, en pleine bataille. C'est exactement les mots qu'employait Töpffer. C'est refroidi, ça a perdu le caractère principal. Le dessin est en train de s'immobiliser, de se geler, de retourner vers une logique qui est celle de l'illustration. Mais l'illustration, les éditeurs ne le savaient peut-être pas, ce n'est pas vraiment la même chose que la bande dessinée. La question de la féminité est tout à fait claire et essentielle. Töpffer est l'un de ceux qui, sans être le moins du monde misogyne et dessinant de très nombreux personnages féminins dans les histoires, ne se prive pas de caricaturer les femmes. Il pense qu'une femme n'est pas moins caricaturable qu'un homme et que ce n'est pas lui manquer de respect que de la rendre comique. Mais regardez ce que Kamm en fait. Un dessin certes très réussi à la troisième image. La première image, c'est l'esquisse de Töpffer, la seconde, le dessin plus achevé, et la troisième, la version kammienne, une sorte de Castafiore amaigri qui rit de se voir si belle en ce miroir. Le texte de Töpffer nous plaçait déjà dans une situation assez étrange par rapport à la coquetterie. Au fait, M. Cryptogame est plus naturaliste que passionné. M. Cryptogame, secrètement marié, donc, observe plus qu'il n'est amoureux. Mais ici, nous sommes dans une situation qui a perdu toute drôlerie et qui fait tomber à plat le texte. Pourtant, la séquence est brillante, remarquable, soignée. On pourrait presque dire que Kamm s'est donné trop de mal. Et quand, chez Töpffer, le personnage peut atteindre à l'irréalité absolue, quand il peut se dissoudre, se défaire, redevenir un être de papier et d'encre, vous imaginez bien que chez Kamm, ça devient impossible. Fin malheureuse d'Elvire, qui, à l'ouïe de ses seules paroles, éclate de jalousie et de rage. Elvire se dissout, mais comment l'Elvire
si minutieusement et si soigneusement dessinée par Cam pourrait-elle le faire sans que le code s'effondre et que le récit perde tout son sens. Et donc, Töpffer se réjouit de voir son histoire popularisée, appréciée, mais en même temps se désole de ce qu'il aperçoit. Et il consacre les derniers mois de sa vie entre deux cures en France où il soigne des affections digestives qui sont très probablement un cancer. Il est transporté de lieu de cure en lieu de cure. Et il livre cet étrange testament qu'est l'essai de physiognomonie. Titre peu attrayant, quasi barbare, ouvrage peu lu par les contemporains, et peu lu encore aujourd'hui, ouvrage autographié, tracé de la main de Töpffer, et intégrant, chaque fois qu'il en ait besoin, un certain nombre de petites illustrations qui viennent à l'endroit même où il en a besoin. C'est l'anticipation de ce que Scott McCloud fera un siècle et demi plus tard avec son livre L'Art invisible, livre théorique sur la bande dessinée, prenant la forme d'une bande dessinée. Mais sur le plan de l'intelligence du médium, il me semble que Töpffer a encore une petite longueur d'avance sur Scott McCloud. Il va, dans ce livre, non seulement réfléchir sur les directions que peut prendre la littérature en estampe, mais il va surtout réfléchir sur son unité minimale, qui est le visage, et les transformations du visage, et la manière dont le visage, et accessoirement le corps, peuvent devenir des vecteurs de narration. Au fond, dans ce texte, Rodolphe Töpffer propose une sémiotique véritablement visuelle, là où, dans les années 60 et 70, plusieurs théoriciens essaieront de proposer une sémiologie de la bande dessinée ou du cinéma en s'appuyant sur la linguistique et en essayant de trouver les équivalents des structures verbales, des structures saussuriennes, dans les médias les plus visuels, arrivant à une impasse qui, dans le cas par exemple d'un Christian Metz, a un caractère quelque peu tragique, c'est-à-dire un appareil théorique démesuré, arrivant finalement à ne jamais retrouver d'unité minimale dans l'image cinématographique dont nous sentons tous intuitivement qu'elle est un complexe et qu'elle intègre du cadrage, de la lumière, des corps, du mouvement, du son, de la musique, tout cela indissociablement, bien loin du système linguistique décrit par Saussure, Jemslev et d'autres. Chez Töpffer, on va partir du visage, mais on a l'air de dialoguer avec un drôle de bonhomme, un contemporain, qui s'appelle Lavater, un pasteur suisse alémanique, si mes souvenirs sont bons, actif au début du XIXe siècle, et qui a une influence colossale. Lavater, que personne ne lit aujourd'hui, et qui n'impressionne plus, Lavater est admiré à travers son propre essai de physiognomonie, publié en anglais et traduit rapidement en français, publié en allemand aussi. Lavater est admiré par Goethe et est l'un de ces doctrinaires sur lesquels Balzac va s'appuyer pour écrire la Comédie humaine. Il y a dans la conception du type balzacien, du personnage dessiné, de la correspondance entre le physique et le moral, entre le caractère et les attitudes les plus manifestes d'une personne, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la théorie lavatérienne, dont l'influence est absolument considérable et qu'on connaît aujourd'hui à travers ses produits, ses effets, notamment chez les artistes, mais qu'on ne connaît plus en tant que tel. Lavater analyse des types humains et déduit, en sachant assez bien ce qu'ils sont. Parfois, le portrait est discutable quand il s'agit d'Alexandre le Grand, quand c'est Napoléon, c'est un peu plus facile. Sachant quel grand homme il était, il est facile de déduire des traits de son visage et de la pureté de son profil, éventuellement quelque peu transformé, l'ensemble de ce qu'il est. On remarque dans cette physionomie les indices d'un génie extraordinaire. Ses formes, sans être trop anguleuses ni trop raides, présentent des traits décidés qui annoncent une grande force de caractère. Le nez seul prouve un esprit supérieur. La position des sourcils et ce menton un peu avancé en saillie caractérisent l'énergie, annoncent le génie et un caractère à la fois réfléchi et actif. Il est impossible que l'homme en qui tous ces traits seraient rassemblés
ne fut un héros. C'est formidable. On part d'un héros et d'un génie, enfin, en tout cas selon Lavater, on analyse son visage et on voit dans l'ensemble de ces indices ce qui fait le grand homme. Et Lavater, triant les humains et leurs possibilités et leurs capacités, car il s'agit évidemment d'un système d'exclusion, il s'agit d'un système extrêmement violent, comme chez Gall. Il s'agit de repérer d'emblée les qualités et les défauts, le potentiel ou le non-potentiel de quelqu'un. Lavater s'acharne à trouver, dans la forme du nez, dans la manière dont les yeux se situent dans le visage, des traits qui permettent à coup sûr d'identifier la personnalité, voire, et c'est encore plus le cas chez Gall, de reconnaître les futurs criminels, les futurs déviants, les tarés. Il s'agit donc d'un système aux implications idéologiques, philosophiques, politiques, biologiques, très grandes. C'est d'une certaine manière une façon de fonder un racisme social ou racisme ethnique. Or, Töpfer, dont nous pourrions croire qu'il va simplement plaider une nouvelle fois pour sa chapelle et défendre la bande dessinée naissante, Töpfer retourne totalement le système lavatérien et produit une machine de guerre en nous montrant que la physiognomonie, c'est très bien, mais que c'est très bien pour inventer, que ce n'est pas là pour identifier et moins encore pour juger. Et il va s'amuser à nous montrer comme quoi mêmes nez ne font pas mêmes hommes. Et donc à chaque fois, il y a un petit commentaire pour le visage. Donc on a le même nez, le reste du visage varie. Et donc le premier, en haut à gauche, a le cœur aussi léger que bon. Le deuxième est jobard, deuxième numéro. Le troisième grossier et susceptible. Le quatrième judicieux mais bourru. Le cinquième borné, droit et sensible. Le sixième peu sensible et mordant. Le dernier de cette liste, épais et bonhomme. Mais même chose pour les mentons, même chose pour les profils. Un rien les fait varier et l'appréciation psychologique est totalement transformée. C'est évidemment, par rapport au biologisme qui a été posé par Lavater, l'air de rien, avec ce ton enjoué, mi-figue, mi-raisin, qui est toujours celui de Töpfer, quelque chose de très important. Il est en train de nous dire qu'utiliser les traits du visage pour juger les hommes et les classer est une entreprise calamiteuse et criminelle, mais que s'en servir en tant que dessinateur est peut-être une source d'invention prodigieuse. Il y a ce très joli paragraphe. Une seule page d'un homme en état d'écrire sur un sujet donné, par cela seul qu'elle est une émanation directe de sa pensée, est un critère infiniment et sans comparaison plus certain des facultés intellectuelles et morales de cet homme que ne peuvent l'être tous les signes physiognomoniques de sa figure, examinés un à un ou pris tous ensemble. Toutefois, Töpfer, pardonnez l'accumulation de citations, mais nous entrons là un petit peu au cœur de sa théorie et d'un des aspects les plus originaux de sa personnalité que nous retrouverons dans la manière dont il lit la photographie naissante, la prochaine fois. Töpfer s'en sert à la fois donc, pour critiquer le réalisme physiognomonique et pour poser l'idée qu'à partir du dessin, on peut créer un nouveau mode narratif, qu'on peut faire quelque chose de cette théorie du visage, qu'on peut, somme toute, l'infléchir dans le sens d'une libération et du rire, de l'humour, mais de la fantaisie aussi. Le trait graphique suffit amplement à toutes les exigences de l'expression comme à toutes celles de la clarté. Ceci vient de ce qu'il ne donne de l'objet que ses caractères essentiels en supprimant ceux qui sont accessoires. Töpfer fonde une esthétique sur le trait, sur l'identifiabilité des objets, des choses, des êtres, par un trait extrêmement simplifié, à rebours de la peinture, crée au fond une théorie du dessin jeunesse, parce que c'est de ça qu'il s'agit, faire comprendre aux gens simples et aux enfants ce qu'est un âne, qui est Napoléon, ce qu'est un château, et éliminer peu à peu tous les traits. Il nous montre que toute tête, même rudimentaire, même esquissée par tout un chacun, car il plaide pour cette idée assez moderne,
que chacun peut dessiner s'il invente son propre code et s'il trouve à jouer avec son propre code, que chacun peut créer des visages expressifs avec 3 fois rien, et peut-être même plus expressifs avec 3 fois rien qu'avec beaucoup plus. Que chacun peut produire aussi des visages reproductibles et déclinables à partir de ce système minimaliste. Bien sûr, on peut y voir une anticipation de toute une famille de la bande dessinée, on peut y voir aussi une forme d'anticipation de la ligne claire RGN, en tout cas dans la formulation qu'elle implique, dans l'idée que moins, quelquefois, dit plus et produit davantage d'intelligibilité. Un petit enfant qui démêlera imparfaitement dans tel tableau traité selon toutes les conditions d'un art complexe la figure d'un homme, d'un animal ou d'un objet, ne manquera jamais de la reconnaître immédiatement si, extraite de là au moyen du simple trait graphique, elle s'offre ainsi à ses regards dénudés d'accessoires et réduite à ses caractères essentiels. Voilà exactement, chez ce premier Hergé, celui du noir et blanc, celui du trait, celui qui longtemps va résister à la couleur. Voilà dans cette page admirable et classique et célèbre du Lotus bleu, comme une application et une redécouverte de ce que Töpffer avait mis au point. Bien sûr, le style d'Hergé n'est pas le même, le trait d'Hergé est plus fermé. Mais la Chine, qu'est-ce que c'est ? La Chine, c'est un bambou, c'est un vase, c'est une théière, c'est une manière de tracer les yeux. C'est très peu de choses et pourtant on est là. On y est immédiatement dans cet hôtel de Shanghai. Alors, Töpffer nous dira que c'est en esquissant le visage de M. Crépin, en traçant ce profil, que toute l'histoire lui a été suggérée. Ce qui nous donna un jour, dit-il, toute l'histoire de M. Crépin, c'est d'avoir tracé d'un bond de plume hasardé le visage que voici. Et si je me souviens à peu près de la citation, « Oh là, nous dîmes-nous, voilà un particulier point trop intelligent, mais plein de bonne volonté, etc. » Et donc nous voyons en haut le type Crépin dans un certain nombre de ces variations, dans un certain nombre de ces transformations qui vont être une clé de la théorie töpferienne du dessin. Et lorsqu'il m'est arrivé au Japon de parler de Töpffer devant des dessinateurs, des mangaka, j'ai obtenu ce commentaire à la fin de mon propos. Töpffer a résolu tous les problèmes que se posent les mangaka. C'est un mangaka sans que nous le sachions. Il était des nôtres, il se posait exactement les questions qui restent cruciales pour ce genre spécifique qu'est le manga. En effet, Töpffer va se poser une question qui concerne directement la nature du récit en bande dessinée, du récit à partir d'un personnage, de la déclinaison d'un personnage. Il va au fond comprendre ce que Goethe, à travers son fantôme et son identité impossible, avait pressenti en voyant son premier cahier. Je crois que c'est la dernière longue citation, rassurez-vous, et d'ailleurs nous arrivons bientôt au terme de ce petit parcours. Les signes graphiques au moyen desquels on peut produire toutes les expressions si variées et si complexes de la figure humaine se trouvent être au fond très peu nombreux. Les signes permanents sont ceux qui expriment les habitudes, en effet permanentes de l'âme, celles que nous embrassons sous le terme général de caractère ou d'intelligence. Les signes non permanents sont ceux qui expriment tous les mouvements et toutes les agitations temporaires ou occasionnelles de l'âme, comme le rire, la colère, la tristesse, le mépris, l'étonnement, etc., et que nous embrassons sous le terme général d'affection. Je pense qu'en ces quelques lignes, Töpffer pose un problème déterminant et essentiel. La bande dessinée, la caricature peut-être aussi, mais la bande dessinée surtout, par son geste de réitération qui la fonde. Car la bande dessinée, c'est avant tout de l'image répétée. C'est avant tout un personnage repris, transformé, décliné. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, d'une part, d'avoir un personnage immédiatement reconnaissable, identifiable. Dès qu'il y en a plusieurs, la question se pose. Et nous connaissons tous de ces histoires de bande dessinée ou de ces films où les personnages n'ayant pas été suffisamment caractérisés, il suffit qu'ils enlèvent leur chapeau, leur manteau ou leurs lunettes pour ne plus être eux-mêmes. Il y a 3 femmes brunes à cheveux mi-longs, il y a 2 hommes en jean vus de dos, ils ont à peu près la même taille, ce sont
des personnages que l'on confond et notre intérêt pour le récit se défait. En bande dessinée, cela arrive très vite, car comment garder un personnage dans sa permanence alors qu'on le voit tantôt de près, tantôt de loin, tantôt de dos, de face, de profil, tantôt joyeux, tantôt sombre. Il faut inventer quelque chose qui va poser cette permanence graphique qui crée ce que Töpfer appelait un particulier, un et indivisible. On retrouve Crépin, vous le voyez en haut, décliné, toujours de profil, mais toujours parfaitement et instantanément identifiable. Le type Crépin existe bel et bien. Mais en même temps, si le personnage devient un masque, une marionnette, s'il est toujours identique à lui-même, s'il se transporte vignette après vignette avec le même faciès, les mêmes gestes, les mêmes attitudes, l'histoire s'épuise très rapidement. Cela peut marcher pour un type extrêmement éphémère dans une histoire, une utilité, une silhouette. Je reprends encore une fois un exemple hergéen, le garçon de café du crabe aux pinces d'or, avec son menton. Je regrette, monsieur, c'est une fausse pièce, etc. Personnage qui apparaît dans 3 ou 4 cases, que nous mémorisons, que nous identifions, et qui peut se tenir à son type, à son rôle. Ce n'est pas le garçon de café sartrien de l'être et le néant, mais d'une certaine façon, il campe de la même façon dans un être figé et suffisant. Mais pour tout autre personnage, tout personnage de bande dessinée qui ne se déclinerait pas suffisamment, le risque de la raideur serait celui de la monotonie, de l'ennui, de l'absence de sentiments, de sensations, d'action. Et donc, il s'agit de trouver le juste dosage en dessinant un personnage, de savoir ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Quels sont les traits que l'on peut modifier et quels sont les traits que l'on doit garder permanents. Vous allez penser immédiatement, évidemment, aux yeux et à la bouche, par exemple, qui sont des variables beaucoup plus fortes que le menton ou le nez. Et Töpfer arrivera d'ailleurs, dans certaines de ses analyses, à montrer que les signes de l'intelligence chez un personnage dessiné tiennent infiniment plus à la forme du menton qu'à celle du front. C'est encore une des manières de se moquer de l'avatar et évidemment de cette proximité que la phrénologie accentue, la proximité de la forme et du cerveau, l'ampleur de la tête, etc. Et donc, à travers cette théorie esquissée par Töpfer, mais le texte mérite d'être lu dans son détail et on pourrait le travailler de beaucoup plus près, nous avons une clé de lecture pour quelque chose que Töpfer fait, mais ne pousse probablement pas graphiquement jusqu'à ses ultimes conséquences. Il le pressent, il donne des outils. Quand il disait que Granville, avec tout son savoir-faire graphique, devrait s'occuper lui aussi de littérature en estampes et raconter des histoires, c'est qu'il pense que d'autres qui ont d'autres moyens graphiques que lui, un autre vocabulaire, pourraient tirer de ces idées quelque chose d'essentiel, que l'animalisation du type humain ou l'anthropomorphisation de l'animal chez Granville pourrait être une manière de résoudre ce type de problématique, chose que la bande dessinée s'emploiera à faire. On connaît cette immense tradition animalière qui la traversera. Et donc Töpfer, au moment où il va mourir, où il se sent décliné, où il ne peut plus produire de nouvelles histoires, où il voit apparaître dans l'illustration quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il aurait voulu, continue d'affirmer et de redire dans sa dernière lettre à Cham: pour ce qui est de la caricature, ou plutôt des histoires en estampes telles que je les ai essayées, j'estime que c'est un genre encore bien nouveau, où il y a prodigieusement à moissonner. Et voilà là aussi pourquoi il est, selon moi, à l'origine de la bande dessinée. C'est qu'il y a chez lui un geste conscient d'auteur, de théoricien et de propagateur, de propagandiste. Il pense véritablement qu'il s'agit là, oui, d'une invention, il dira, d'un de ces petits riens qui peuvent changer l'humanité. Il le dit ironiquement, modestement, dans ce ton qu'il affectionne, mais finalement, c'est vrai, car très vite, et je vais terminer là-dessus rapidement, très vite, la bande dessinée se développe. Elle se développe à travers les albums Oblong de Cam.
remplie d'inventions peut-être un peu plus sterniennes ou littéraires d'une certaine façon que celle de Töpffer. On joue toujours sur le contrepoint entre l'image et le texte. On s'amuse comme on le faisait dans Tristram Shandy avec des pages concept. On aime, et le XIXe siècle l'aimera toujours, créer des situations d'opacité. Monsieur la jaunisse, ayant éteint sa chandelle, regagne son lit dans la plus complète obscurité. Monsieur la jaunisse n'y comprend rien. Il n'a pas d'oreiller, de couverture, et ses matelas sont durs comme des banquettes de je ne sais quoi. Nous n'y voyons rien, c'est amusant, mais ça ne met pas véritablement en jeu le médium nouveau pressenti par Töpffer. Gustave Doré, lui, avant de devenir le maître de la gravure et le grand illustrateur que l'on connaît, démarre dans la caricature, dessin réalisé à l'âge de 12 ans, il a bien regardé Granville, produit une première bande dessinée chez Aubert, dans la même série, Les Travaux d'Hercule, et lui aussi s'amuse à jouer avec le médium. Ici, c'est le pinceau trempé dans l'encre qui empêche le récit de prendre corps. Dans l'histoire de la Sainte-Russie, il joue de la polygraphie, passant d'un style à l'autre sans cesse, faisant de chaque page une expérience, un événement, affichant le code, produisant de la méta-bande dessinée en même temps que de la bande dessinée, on a marché sur la page, et réussissant même à introduire de la couleur dans un album noir et blanc au moyen d'un tampon apposé sur chacune des pages. Il est vrai que l'histoire de la Sainte-Russie est particulièrement sanglante. Les albums de Töpffer vont être réédités régulièrement, repris par la maison Garnier dans les années 1860, lus dans les familles. Ils inspireront notamment Christophe à la fin du XIXe siècle. Ils connaissent des éditions populaires, des éditions plus coûteuses. Mais plus important que cela, et ce sont des découvertes récentes de l'historiographie de la bande dessinée, dès 1841, un an après avoir été publié à Genève, l'histoire de Monsieur Vieux-Bois a été publiée à Londres, dans une version redessinée, puis transportée aux États-Unis. Bien sûr, le charme du dessin de Töpffer y a perdu beaucoup. Les pages se sont recomposées ou décomposées. Il n'empêche, ces albums connaissent un grand succès, circulent, connaissent également une version allemande et influencent d'autres artistes, d'autres auteurs, marquant un fil secret, longtemps inconnu, d'une influence directe de Töpffer à travers tous les pays où la bande dessinée se répand. Et puis bien sûr, ce n'est plus à certains moments l'influence de Töpffer, mais l'influence de ceux qui ont été influencés par lui, qui l'ont oublié, qui l'ont perdu, mais qui ont gardé quelque chose de cette énergie. Chaque pays, dès lors, va se targuer d'avoir inventé la bande dessinée, de l'avoir portée au plus haut. En Allemagne, c'est Wilhelm Busch, avec les fameux Max und Moritz, des bouts rimés accompagnés d'images, des textes amusants, des dessins parfois brillants, mais d'une forme qui reste extrêmement sage par rapport à celle qu'utilisait Töpffer. Les images restent dans une forme de juxtaposition. On est au bord de l'image d'Épinal. On reste aux marges du récit. Mais enfin, il s'agit bel et bien de formes proches de la bande dessinée, de proto-bande dessinée ou de para-bande dessinée qui maintiennent le fil. Et c'est en Angleterre qu'on rencontre la première autrice de bande dessinée, la première femme ayant pratiqué la bande dessinée dans les années 1860-1870, Marie Duval, mi-française, mi-anglaise, animant pendant des années un personnage qui reste très célèbre en Angleterre, Alice Loper, avec des pages décoratives remarquables où commence à s'inventer quelque chose que la bande dessinée américaine de la fin du XIXe siècle va développer, la page comme cette unité à la fois simultanée et successive, la page comme tableau et récit indissociablement, la page comme entité décorative. Bien sûr, il reste de la juxtaposition, il n'y a pas la même dynamique narrative que chez Töpffer, mais il y a tout de même quelque chose qui est bien tout proche de la bande dessinée,
telle que nous la connaissons, avec un héros récurrent, des histoires qui se développent, cette fois sous forme de pages, et une manière de gérer ensemble texte et images, certes de manière moins harmonieuse et moins unifiée que chez Töpfer, mais de manière à poser tout de même de premiers jalons d'une histoire de la bande dessinée au XIXe siècle qui reste à écrire, qui reste à découvrir même, qui reste à inventorier, et dont nous verrons tout à la fin de ce cycle de conférences, avant Winsor McCay, nouveau génie de la bande dessinée, personnage dont les apports seront aussi essentiels que ceux de Töpfer, sur un tout autre mode, mais dont nous verrons que le fil ne seront pas, et qu'entre Marie Duval et Hautecaux, nous aurons encore toute une série d'auteurs intégrant de nouvelles formes, celles notamment venues de la chronophotographie, celles également suscitées par le darwinisme, qui, passant de transformations dynamiques à des transformations organiques, passant du monde du chemin de fer à celui d'un corps humain en perpétuelle transformation et d'une espèce humaine définitivement désorientée, conduiront la bande dessinée vers de tout nouveaux chemins. Mais il nous faudra d'abord quitter la bande dessinée et nous intéresser à M. Niepce, à M. Daguerre, à M. Talbot, et en faisant quelques petits détours vers ce très bel article de Rodolphe Töpfer, de la plaque Daguerre, qui lui permettra de mieux comprendre ce qui se passe entre la photographie et le dessin. Ce sera dans un mois, si vous le voulez bien. Merci beaucoup.